chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, très heureux de vous retrouver après toutes ces semaines de confinement, d'assignation à résidence forcée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Meurant. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes sénateur du Val d'Oise, vous êtes ancien maire de Saint-Leu-la-Forêt et vous êtes aussi, je crois, le seul parlementaire sens commun, si je ne m'abuse. J'ai découvert ça. Donc, on va parler ensemble des sujets qui touchent le cœur un peu nucléaire de Sens commun, c'est-à-dire les sujets de bioéthique, les sujets de défense de la vie, de la famille, et un peu la place des catholiques dans la société, des catholiques dans la vie politique. Et enfin, on va parler un peu de politique, comment est-ce qu'on peut, comment les conservateurs peuvent prendre leur place dans le débat public. Alors peut-être pour commencer, c'est la partie la plus d'actualité, puisque juste avant le confinement, le Sénat débattait de la loi de bioéthique, qui a été inégalement traitée, si je puis dire, au Sénat. Il y a eu des votes peu favorables au conservatisme, c'est le moins qu'on puisse en dire, et des votes plus satisfaisants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le bilan de cette loi de bioéthique au Sénat? Alors, cette loi de bioéthique n'est pas aboutie pour l'instant, puisqu'elle doit revenir. Ouais. Alors, on se demande si c'est une bonne chose si elle revient au Sénat, puisqu'il y a quelque chose derrière tout ça, c'est la déconstruction de la famille par ce pouvoir qui poursuit ce qui avait été commencé avant par les socialistes, évidemment. Et il ne faut jamais oublier que Emmanuel Macron a passé 4 ans avec François Hollande. Et la dernière nomination à la Cour des comptes permet de rappeler, M. Moscovici, un des pires ministres de l'économie et des finances, a été nommé à la Cour des comptes. Donc là, ce qui est sûr, c'est que ce pouvoir, qui est en place depuis maintenant quelques années, poursuit la déconstruction de la famille. Jusqu'où vont-ils aller? La question, c'est ça. Jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'où cela va s'arrêter? Puisque les mots père et mère ont disparu de notre code civil napoléonien, que vous pouvez voir même dans les écoles catholiques remplacer les termes père et mère par parent 1, parent 2, que cette logique non genrée, celle-ci, il y a une logique à cela, qui est antinaturelle, qui est quelque chose d'absolument terrible. Il progresse petit à petit. Et là, sur cette loi de bioéthique, sur le transhumanisme, sur ces questions extrêmement compliquées, sur la façon dont on doit soigner l'humain, mais sur la loi de bioéthique et notamment sur la famille, il y avait des choses qui étaient quand même établies depuis que l'humanité existe, et qui chacun a un père et une mère, alors une mère et un père. Et là, ce pouvoir continue à déconstruire le modèle familial, qui est le modèle qui est sur tous les continents, qui est de toutes les religions, et qui est évidemment la loi naturelle. C'est la loi naturelle qu'on est en train de construire et de mettre à bas. Alors, il y avait en fait dans cette loi de bioéthique, c'est un vaste fourre-tout, comme souvent d'ailleurs avec les lois de bioéthique, il y avait la question dont tout le monde a parlé, qui est la PMA sans père, ou la PMA pour toutes, comme disent les progressistes. Mais c'était loin d'être le seul sujet. Il y avait des sujets qui touchaient à la fin de vie et à des avancées euthanasiques. Il y avait des sujets qui touchaient à la recherche sur l'embryon, des embryons transgéniques, chimériques, etc. Est-ce que, sur la PMA sans père, le Sénat a malheureusement voté comme la majorité macronienne. Sur d'autres sujets, en revanche, il a été plus conservateur. Vous avez des sujets sur lesquels vous êtes satisfait de ce qui s'est passé ? Alors, on nous abreuve depuis des décennies sur le principe de précaution. C'est même d'un principe constitutionnel depuis l'épisode de Jacques Chirac. Et là, sur la loi humaine et sur le genre humain, ce pouvoir a été jusqu'à vouloir faire des embryons chimériques. Donc chimérique, je rappelle juste, téléspectateurs, c'est un embryon qui, par exemple, un embryon d'être humain qui possède un petit morceau d'ADN de souris, par exemple, ou de maïs. Et de fait, on n'a pas la moindre idée de ce que ça entraîne à long terme pour l'humanité. Ah là, on peut se replonger dans des lectures dans Homère, Ulysse, et effectivement, les dessins animés où on voit des hommes à tête à corps de chevaux ou autre. Donc là, sur ces aspects-là, ça a été repoussé, mais il a fallu se battre pour que ça soit repoussé. Et effectivement, sur la procréation, donc la PMA est donc
pour toutes, qui en fait on prive d'enfants par le droit d'avoir un père, eh bien effectivement on n'a pas réussi à... mais c'est toujours pareil, il y a toujours quelques votes qui manquent, et cette idéologie qui ressemble pour certains, que certains veulent nous faire croire comme la loi de l'histoire. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. La loi de l'histoire et les phénomènes de moutonniers, troupeaux, c'est que puisque les médias, sauf certains, heureusement, vaillants combattants de la liberté, sont pour cette... c'est des droits individuels qui vont jusqu'à pouvoir se payer un enfant, parce qu'il s'agit de ça quand même aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui des contrats dans d'autres pays où l'enfant ne correspond pas à la commande, parce que c'est ça il s'agit. Il y a un marché. Il y a un marché. Donc cette logique du marché s'étend, donc c'est étendu à la procréation pour les PMA pour toutes. Donc c'est les enfants qui n'ont pas de père, ça dès la loi, ce qui est extrêmement grave. Et on sait très bien que derrière ça, il y a évidemment la GPA. Puisqu'au nom de quoi la gestation pour autrui, pour autrui, au nom de quoi les femmes pourraient s'auto-engendrer et les hommes ne pourraient pas. Et c'est déjà ce qui existe dans d'autres pays. Et ça, toujours pareil, avec cette volonté d'avancer cachée. Puisque là, on a encore dit jamais la GPA, c'est pas le sujet, regardez pas ça. Et si vous planchez quelques années en arrière, le mariage pour tous, c'était jamais la PMA, et puis donc petit à petit... c'est même encore avant, au moment du Pax, on nous avait dit qu'il n'y aura jamais le mariage, et puis... Enfin... Donc c'est un engrenage, et cet engrenage, la droite, ou les personnes, pas que la droite d'ailleurs, moi un sénateur En Marche n'a pas voté ce genre de choses, et on voit que ça transcende quand même certains clivages politiques, et les personnes qui restent attachées à des fondamentaux. La vie, elle s'est construite depuis des années, depuis l'origine, en ayant un père et une mère, et là, on se permet de... c'est le mythe prométhéen, pour rester dans les images, mais jusqu'où va-t-on aller jusqu'où va-t-on aller? Et donc, dans cette loi de bioéthique, effectivement, plusieurs sujets se trouvaient pour, effectivement, rien traiter au fond, mesurer, et également avec des sujets qui se succèdent, où on n'a pas forcément le temps d'auditionner toutes les autorités scientifiques, morales, religieuses, pour pouvoir essayer d'aller vite et avancer coûte que coûte vers la déconstruction de la famille, vers la déconstruction de l'homme et de la femme. Est-ce que vous pensez on va peut-être rentrer un peu plus dans la question politique, mais est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre un coup d'arrêt à cette loi un peu... Ça donne l'impression d'une loi d'airain du progressisme, on ne revient pas sur le sens de l'histoire, et donc le Pax, c'était le sens de l'histoire en 1998, puis le mariage, puis la PMA, puis la GPA, puis je sais pas quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de bloquer cette logique qu'on appelle l'effet cliquet, le fait qu'on puisse jamais... Est-ce qu'on peut revenir sur l'effet cliquet? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut abroger une loi, typiquement, est-ce qu'on pourrait revenir sur la loi Taubira qui est à l'origine de la PMA actuellement? Alors là, la gauche s'est permis, à chaque fois qu'elle a pris le pouvoir, d'abolir les lois qui avaient été faites, même les lois qui étaient reconnues comme positives, mais au nom de l'idéologie, les a abolies. Donc ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Ça, c'est une certitude. Et moi, je crois à la liberté humaine, et je suis engagé en politique parce que je crois à un certain nombre de convictions et d'idées. Et évidemment, et c'est notre devoir à nous, et j'espère ne pas être le seul, au fur et à mesure que les élections vont se rapprocher, des sénateurs sens commun, car cela, quand on parle avec un certain nombre de mes collègues, on le partage. Nous sommes nombreux à le partager. Par contre, oser dire les choses, ce qui paraît quand même pas spécialement bizarre de dire que on a une mère, un père et qu'on y tient, et qu'en ces périodes de difficultés sanitaires, eh bien c'est vers la famille que l'on se retire. Et là, je pense que peut-être c'est une nouvelle façon de faire de la politique, c'est de jouer sur les émotions. Et là, on aurait dû aller filmer, et là le temps a manqué, ce qui se passe dans les hôpitaux à bébés.
Et là, on peut faire référence à des années noires de l'histoire humaine. Et ça existe aujourd'hui, on le sait, en Inde ou ailleurs. Oui, bien sûr. Et aussi des enfants qui ne correspondaient pas à la commande, comme nous disions tout à l'heure, qui ont été... Voir, là, en ce moment, on est en train d'assister à des trucs qui sont, si on peut dire, encore plus monstrueux, parce que, donc, à cause du confinement, un certain nombre de mères porteuses n'ont pas pu livrer à temps, si je puis dire, le produit. Et donc, un certain nombre de clients ont refusé le bébé qui correspondait tout à fait à la commande, si je puis dire, mais simplement, il est arrivé trop tard. Et donc, que vont devenir ces enfants? Personne n'en sait rien. Il y a quelque chose d'assez monstrueux dans ce business de la procréation qui effectivement est terrifiant. Et la marchandisation de la vie, eh bien, avec ce pouvoir-là, continue à s'étendre. Donc la logique du marché s'étend également à la vie. Et là, j'espère que toutes les personnes de bonne volonté réussiront à casser cette spirale et à redire des choses. Mais moi, je dis à ces gens-là, mais imaginez, interrogez, pensez à vos grands-parents, ou pensez à vos parents même, et pensez à vos grands-parents. On va dire qu'on a une ministre qui nous dit qu'une grand-mère peut être un père. Mais est-ce qu'on a le sens commun, voilà, ouais, le bon sens élémentaire, le bon sens dont normalement depuis Descartes, la chose la mieux partagée au monde. On croyait. Eh bien, ça, j'espère que cette lumière va illuminer les cerveaux de toutes ces personnes qui nous dirigent. Véritablement, est-ce qu'on peut imaginer 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, est-ce qu'ils peuvent s'imaginer ces gens qui se disent de gauche, à l'époque de François Mitterrand, dire à François Mitterrand, un ministre, une grand-mère peut être un père, et j'en passe. Donc là, c'est le bon sens, et le sens commun, le bon sens, et j'espère que je ne serai pas le seul à défendre ces idées-là. Je sais qu'en tout cas, je ne suis pas le seul à partager ces idées-là. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en politique, il faut aussi arriver à faire des majorités pour changer le pouvoir. Et on a l'impression que chaque fois qu'on parle de ces questions qui sont quand même assez graves pour la civilisation, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est un peu encombrant, qu'on est gênant, par exemple, d'appeler à l'abrogation de la loi Taubira. Est-ce qu'on pourrait pas oublier pour enfin se concentrer sur je sais pas quoi, ce qui est plus important? Mais le problème, c'est que moi, il me semble que les électeurs n'ont pas de raison de faire confiance aux candidats si les candidats ne sont pas capables d'avoir le courage de leurs opinions. Et donc, si quelqu'un s'est opposé à la déconstruction de la famille, il faut qu'il ait le courage de reconstruire la famille quand il est au pouvoir. Ça, je suis tout à fait en communion d'esprit avec ce qui vient d'être dit. Ça me paraît évident. Et je crois que le drame de ce pouvoir actuellement, c'est que l'insincérité, elle se vit ou elle s'énonce pas. On a quand même eu tout un tas de responsables politiques, y compris le plus gradé, celui qui est tout en haut, Emmanuel Macron, il y a 10 jours, nous dire qu'il n'y avait pas eu de rupture de masque. Et nous savons tous, pour les personnes qui sont honnêtes intellectuellement, que ce n'est pas vrai. On a quand même une ministre de la Santé, Madame Buzyn. Reprenez les déclarations et les écrits des uns et des autres. Buzyn, Véran, tous, le Premier ministre y compris. Donc là, on est dans un pouvoir qui communique et qui affirme des mensonges les uns après les autres, une image chassant l'autre, en espérant que les Français n'auront pas de nez noir. Mais bien sûr que ce sont des gens qui sont complètement insincères. Ce sont des gens qui préparent pas, qui pensent pas le pays à 10, 20 ou 30 ans, mais qui pensent à la prochaine élection et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme idée marketing pour revendre. Et Emmanuel Macron est un produit marketing de 2017. Donc là, en jeu de miroir, je pense que les LR, notamment et l'opposition, doivent se reconstruire sur la vérité, sur la sincérité, sur l'intérêt général, sur le bien commun. Ces notions qui sont fondamentales, qui normalement n'auraient jamais dû nous quitter. Et faire passer l'essentiel avant l'accessoire. Et l'essentiel, commençons par la cellule de base de la société, c'est la famille. Donc arrêtons de taper sur la famille. Et puis après, la petite famille, la grande famille qui est la patrie. On parle de patriotisme économique plus que jamais en ce moment, de souverainisme. Et tout ça, ça me va effectivement très bien, moi, car c'est tout ce que je défends depuis des années, depuis mon engagement en politique. Mais est-ce que Sens commun a quand même assez mauvaise réputation, pour dire les choses un peu trivialement, chez les LR. Comment
est-ce que vous imaginez qu'on puisse rebâtir une plateforme qui paraît vraiment du bon sens, de défendre la patrie, de défendre la famille, le travail, c'est pas du tout pour reprendre la devise de Saint-Éloi, qui était celle de Saint-Éloi bien avant celle du maréchal, mais enfin, il y a un certain nombre de principes simples de la vie publique. On peut pas faire autrement que de promouvoir le travail plus que l'assassinat, on peut pas faire autrement que de défendre la patrie plus que l'étranger, on peut pas faire autre... Mais bref, des choses basiques qui tout d'un coup sont apparues comme quasiment nazies, ce qui est absurde. En plus, le nazisme est plutôt de gauche que de droite. Enfin, tout est absurde dans cette histoire. Mais pour revenir à Sens commun, comment est-ce que vous expliquez que Sens commun soit si minoritaire à droite? Enfin, ça donne l'impression qu'ils sont minoritaires à droite. Alors, moi, je vois ça en plus un peu j'ai un regard assez neuf là-dessus, puisque j'ai rejoint Sens commun il n'y a pas longtemps, par réaction à toute cette folie qui nous est imposée par le pouvoir, par les médias en place. Et donc, Sens commun avait accompagné le candidat François Fillon, donc pour cette représentation d'une France un peu conservatrice, qui avait le sens de l'intérêt général, le sens du long terme, la volonté de gérer correctement l'État, les dépenses, tout ce que pouvait représenter François Fillon. Moi, c'était pas le candidat que j'avais choisi, donc je suis extrêmement libre, comme toujours, pour parler. Mais donc, il y avait beaucoup plus de parlementaires qui étaient auprès de Sens commun à l'époque de cette élection présidentielle. Alors, est-ce que c'était la sincérité de leur conviction? Est-ce que c'était peut-être le fait qu'il y avait les élections présidentielles à proximité, que le candidat était assez proche? Ou pas, je n'en sais rien, c'est à eux qu'il faudra poser la question. En tout cas, moi, je pense que dans le contexte de 2017, François Fillon a réussi à faire 20%. Ce qui était assez extraordinaire compte tenu de la façon dont se sont déroulées les élections. Et certes, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il n'a pas fait, sur ce qu'il aurait dû faire, etc. C'est pas la question. Mais on voit bien quand même, avec le recul, que cette élection a été manipulée. Manipulée judiciairement parlant, manipulée par les médias, et que la droite n'a pas été capable de faire front, il y aurait peut-être des choses à faire pour éviter de perdre. Et là, depuis, moi, il me semble évidemment sur ce que représente Sens commun. Alors, Sens commun pour les médias a été catalogué à l'extrême droite. Oui, c'est ça. À l'extrême droite. Et là, ce qui est une absurdité, mais en fait, effectivement, ils ont réussi à déporter Sens commun, qui était d'ailleurs pas spécialement, qui représentait, il y a des conservateurs de gauche, des gens attachés à la famille de gauche, heureusement, déporter Sens commun à l'extrême droite. Et là, mes collègues, parce que effectivement, quand on m'a dit que j'étais le seul, j'ai dit, j'étais surpris quand même d'être le seul. Si omnes et godon, voilà. Et bien là, moi je crois que le courage et puis peut-être l'intérêt, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des élections, alors c'est l'intérêt, c'est une motivation qui n'est pas méprisable. Bon, eh bien j'espère bien que on va pouvoir faire des recrutements pour renforcer Sens commun, qui a montré son engagement, la pureté de ses intentions, vraiment. Et ça, c'est quand même, moi j'ai rencontré depuis un certain nombre de personnes, et je mesure la différence par rapport à d'autres. Lorsque l'on discute en privé, on a le même discours sur les plateaux, ou devant les médias. Et ça, c'est rassurant. Et la sincérité, effectivement, elle se vit. Et si on veut retrouver la confiance des électeurs, mais la confiance des Français, des citoyens français. Il faut arrêter de faire de la communication. Pour avoir de la confiance, il faut être digne de confiance, c'est sûr. Il faut être digne de confiance. Pour qu'une loi soit respectable, respectée, il faut qu'elle soit respectable. Et il faut qu'elle s'ancre dans ce que reconnaissent le corps social et la majorité de la population. Et là, sur cette loi de bioéthique, c'est de la manipulation. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, si on passait aux 20 heures, que les enfants commandés en Ukraine ou ailleurs, arrivés trop tard, ne sont pas pris par leur famille d'accueil, eh bien je suis sûr que les mentalités changeront et que les Français se poseraient des questions, les vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans un problème où les familles éclatent plus que de raison? Au contraire, il faudrait renforcer, il faudrait éviter que les familles éclatent, que les enfants soient plus ou moins abandonnés, soient ballotté entre le père et la mère. Moi, lorsque j'ai été maire, je suis toujours élu municipal, on voit que là, ça transcende toutes les classes sociales et que les drames que ça crée.
Donc, plus que jamais, on a besoin de repères. Et de repères avec des lois justes et de repères avec des pensées qui sont de bon sens. De bon sens. Peut-être dernier sujet. On parlait un peu de l'engagement, donc les sens communs et pas catholiques, mais enfin il y a beaucoup de catholiques à sens commun. On parlait un peu d'engagement, d'engagement catholique dans la société. Qu'est-ce que vous pensez de la place du christianisme dans l'histoire de France, dans l'identité française, parce qu'on est aujourd'hui très bousculé par l'arrivée de l'islam. Qu'est-ce qu'on peut dire aux musulmans qui arrivent sur le sol français? Qu'est-ce qu'on est en droit d'exiger d'eux qui nous vient de l'héritage chrétien, ou est-ce qu'il faut abandonner complètement tout héritage religieux pour qu'ils arrivent en terrain neutre et que nous soyons tous à peu près à égalité? Comment vous voyez les choses? Voilà, vaste question quand même. La première question, la création de la France est consubstantielle à la chrétienté. Le blanc manteau d'église, eh bien, après l'éclatement de l'Empire romain, la France est née de la chrétienté. Le baptême de Clovis, toute cette histoire, donc, elle est profondément ancrée dans la nation française, dans la société française. Et ce blanc manteau d'église, c'est notre histoire, c'est à transmettre, bien sûr. Donc là, sur la lutte entre l'Église, la royauté, l'Église et la République, donc là, le chrétien que je suis est attaché à cette culture, à cette religion qui est ma religion, et à cette transmission. Donc, et notre droit est né du christianisme. Bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais notre droit est né du christianisme. Donc par rapport à ce que la Troisième République a imposé à la religion catholique, si on se remet dans le contexte de l'époque, ça a été extrêmement violent, extrêmement ferme. Si on remonte un petit peu avant pour terminer par l'islam, si on remonte un petit peu avant, en 1808, ce que Napoléon Ier a imposé à la religion juive, eh bien, ce que j'en considère, moi, c'est que la religion musulmane, la République doit imposer à la religion musulmane la même chose qu'aux autres religions, et que la religion musulmane doit être avant tout affaire privée, et il faut absolument reconnaître que les lois de la République sont supérieures au Coran et à tout le Coran, et il faut avoir l'engagement, et il faudrait aussi, comme le pratique la religion juive, c'est que dans les mosquées, eh bien, on fasse un petit chapitre sur la France et l'amour du pays d'accueil. Donc des choses extrêmement simples. Et puis aussi, bien sûr, arrêter d'avoir des imams qui viennent d'Algérie ou d'ailleurs, qui professent en arabe, etc., etc. Mais pardon de vous couper, mais quand vous dites aucune loi au-dessus des lois de la République, personnellement, moi je suis pas du tout admiratif de cette loi. Autant je comprends très bien qu'on impose au Coran de respecter nos lois, puisque c'est eux qui arrivent chez nous et c'est pas nous qui. Mais par exemple, moi je ne considère pas que la loi de la République puisse valoir contre la loi naturelle. Et donc typiquement, je ne crois pas du tout que la loi Taubira ou la loi sur l'avortement soit un intangible. Je pense avoir le droit, éventuellement le devoir, de m'y opposer. Et donc je pourrais comprendre de la part des musulmans la même chose, qui réclament la même chose, à la condition, me semble-t-il, qu'ils se revendiquent de la loi naturelle. Et donc, par exemple, nous sommes, à mon avis, en droit d'exiger qu'ils reconnaissent l'égalité de nature entre l'homme et la femme, parce que ça, la loi naturelle n'y voit évidemment aucun inconvénient. En revanche, je comprendrais assez bien qu'ils refusent notre déviation du Code civil avec la loi Taubira. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Là, lors des manifestations, les Français musulmans se sont trouvés à côté des Français catholiques, et ça pose aucun problème. Même s'ils n'étaient pas très nombreux quand même. Mais c'est vrai. mais ce qui est là, c'est un rappel aussi au bon sens, et que ce soit les musulmans ou les juifs, ou les Français juifs. On partage des choses en commun. C'est la religion du livre, avec des fondamentaux, avec des racines uniques. Mais ce qui se passe par rapport à l'islam aujourd'hui, c'est cet islam conquérant. Bien sûr. Et là, quand je veux dire respecter les lois de la République, c'est évidemment des questions de sécurité, des questions d'identité. Questions de sécurité, questions d'identité. Mais après, c'est à la France d'imposer ces règles, de les faire respecter. Absolument. Et là, c'est pas le cas. On a pu voir, moi je suis issu d'un département qui est le seul en rouge avec Mayotte, les rassemblements religieux, plus en période de Ramadan, ils n'y sont peut-être pas pour rien.
Voilà. Et là, quelque part, c'est que la République est trop faible ou s'estime trop faible pour faire appliquer les lois. Absolument. Et là, ça pose problème. Sur les territoires perdus de la République, sur les territoires... des zones de non-droit. Des zones de non-droit. Et d'autres. Qui ne sont pas d'ailleurs de non-droit, puisque c'est des zones d'autres droits. Absolument. Bien, mais merci beaucoup, monsieur le sénateur, cher Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous retrouvons, quant à nous, dimanche prochain. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Merci à vous.